Bonjour, alors oui, calmez-vous, je vous vois déjà venir. Les chromis que tu sors des tops maintenant, ils sont où les chromis que tu sors pas de vidéo pendant 3 mois, là tu sors un top. Alors calmez-vous, calmez-vous. Oui, alors la situation est compliquée puisqu'actuellement là on est tous confinés. Nous sommes en guerre. Et que j'ai pas le matériel ni le calme nécessaire pour faire des chromiques. Mais vu que votre soif de savoir sur l'univers Marvel est inétanchable, je me suis muni d'un micro et d'un bonnet pour vous livrer ça. Qu'est-ce qu'il te faut là? Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce qu'il te faut. T'en as pas assez. Allez, viens, on va dans le dépôt derrière, je vais te montrer. Et de temps en temps, on va se faire des petits classements, des petites vidéos rapides. On va appeler ça des chronomiques. Parce que, en fait, c'est genre un jeu de mots avec chromique et chrono. Parce que, genre, c'est des vidéos pas très longues et plutôt légères en termes de production. Genre, enfin bref, c'est rapide, c'est sympathique et c'est toujours un plaisir. Donc installez-vous confortablement et débranchez votre cerveau parce qu'on se lance dans quelque chose de beaucoup plus léger que d'habitude. Puisqu'on va faire le tour de quelques anecdotes sur Marvel. Et avec au programme une lettre de démission et surtout beaucoup de X-Men. C'est parti! En octobre 1979 paraît le volume 127 d'Iron Man. L'histoire écrite par David Michelinie et Bob Layton précède le récit assez connu de Diamond in a Bottle. Récit que je ne vais pas spoiler ici, mais qui en gros se plonge un peu plus dans le côté obscur de Tony Stark et donc dans son alcoolisme. Et bien dans ce volume 127 d'Iron Man, Jarvis, le majordome de Tony Stark, en a ras la casquette que son employeur le traite comme une merde, lui criant dessus et perdant complètement les pédales. C'est donc un Tony sobre qui aura la surprise le lendemain de découvrir que Jarvis se barre, hein. Il en a marre et ça se comprend clairement. Il donnera donc une lettre de démission à Stark. Jusque là tout va bien, sauf que quelques temps plus tard après l'apparition du comics, on se rend compte qu'il y a un problème avec cette lettre que donne Edwin Jarvis à Tony Stark. Mais heureusement, on a une explication dans la page des lettres de Iron Man volume 130 par David Michelinie. Alors en fait, c'est pas du tout la bonne lettre qui est présentée dans ce comics. La lettre de démission de Edwin Jarvis a été en réalité remplacée par une véritable lettre de démission d'un employé adressée à Marvel. Si vous avez lu Iron Man 127, spécifiquement la lettre de démission à la page 30, certains d'entre vous ont pu être confus et vous avez parfaitement raison de l'être. La lettre était censée expliquer que Jarvis démissionnait à cause de la confrontation qu'il a eue avec un Tony Stark alcoolisé, et c'était censé être l'élément clé afin que Tony réalise que ce qu'il reprochait aux autres était dû à son propre comportement. Malheureusement, pendant la production de ce volume, une lettre de démission adressée à Marvel et n'ayant rien à voir avec le récit d'Iron Man a été glissée par erreur. Je le regrette aussi, mais malheureusement ce genre de choses arrive, et je le dis, je ferai de mon mieux pour que ça ne se reproduise plus. Cette lettre-là a été celle de Dave Cockrum, un ancien employé de chez Marvel, co-créateur des nouveaux X-Men sous la direction de Roy Thomas, créant entre autres des personnages comme Tornade et Colossus. Et puisqu'on parle des X-Men, nous voilà une belle transition pour la prochaine anecdote qui aura sans doute poussé votre esprit pervers à cliquer sur la vidéo. Ça y est, tout de suite, on vous parle de sexe, vous cliquez pour assouvir vos pulsions. Je sens que je vais exploser dans mon pantalon. Si vous traînez un peu sur internet, vous connaissez peut-être ces légendes urbaines sur les messages subliminaux, comme par exemple dans les films Disney, genre par exemple sur cette affiche de réponse où le mot sexe serait caché pour pervertir la jeunesse. C'est inadmissible. Ou dans le ciel, dans cette scène du Roi Lion, où pendant longtemps le mot SFX caché dans le ciel était pris pour sexe. Et bien c'est exactement le thème de cette anecdote, puisqu'on va parler de New X-Men 118, le numéro connu pour être le numéro sexe de la série. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce comics, le mot sexe est dissimulé dans le dessin de presque chacune des pages. Évidemment, certains se sont posé la question, pourquoi avoir dissimulé le mot sexe sur chaque page? La réponse qui revient le plus indique que c'est Ethan Evans Seaver, lui, le dessinateur du comics, qui aurait dissimulé ce mot-là pour manifester son mécontentement contre la Maison des Idées, pensant que celle-ci dénaturait son œuvre. C'est évidemment une technique assez discutable qui a fait beaucoup réagir, et puisqu'on parle de dissimuler des messages dans des comics, on reste avec les X-Men, et plus particulièrement avec X-Men Gold, même si ici c'est beaucoup plus grave pour Marvel puisqu'il s'agit pas là d'un simple mot immature caché, mais d'une manifestation politique. Donc on va prendre des bonnes grosses pincettes comme on les aime, et on va attaquer tout ça. Dans X-Men Gold, illustré par Ardian Syaf, artiste indonésien, on pouvait y apercevoir des lettres ainsi que des chiffres tels que le code QS 5.51 ou encore le nombre 212. Pour l'instant rien ne vous saute aux yeux, mais faisons un petit point sur ce qu'il se passe dans le pays dont Ardian Syaf est originaire. Basuki Tjahajakurmana, aussi appelé Ahok, est l'ex-gouverneur chrétien de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, pendant la période de 2014 à 2017, même s'il était gouverneur adjoint depuis 2012. Il est accusé de blasphème contre le Coran en 2016 après avoir dit qu'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était
erronée. Suite à ça, des groupes militants musulmans protestent contre le gouverneur. Maintenant le contexte mis en place, revenons à ces codes. Le Q5.5.1 voudrait dire Coran Surah 5.51, le verset du Coran disant que les musulmans ne doivent pas s'allier avec des chrétiens et des juifs. Et le nombre 212 fait une référence à la manifestation ayant lieu le 2 décembre 2016 en Indonésie, où plus de 200 000 personnes ont marché contre le gouverneur, suite à son présumé blasphème. Une manifestation qui fera quelques centaines de blessés et un mort. Selon le principal concerné, pour lui, placer ce message était avant tout pour faire passer un message pacifique, ayant pour seul objectif, toujours selon lui, la justice, expliquant qu'il pensait que la maison des idées n'avait pas aimé ça en disant « Marvel appartient à Disney, lorsque les juifs sont offensés, il n'y a aucune pitié ». Après cette remarque, il précisera néanmoins qu'il n'est ni antisémite ni antichrétien, disant que s'il l'était, il n'aurait jamais travaillé pour une maison d'édition étrangère. Mais je pense que le problème pour Marvel est plus politique, et d'ailleurs je vais éviter de trop m'étaler sur le sujet parce que j'en connais pas des masses quoi. Moi je suis pas le principal concerné, et si d'ailleurs je peux glisser un petit message, je suis pour que tout le monde puisse vivre sa foi en paix et épanoui. Et je profite d'ailleurs de cette petite parenthèse pour souhaiter un bon ramadan à tous nos amis musulmans, qui en plus en cette période ça doit être assez compliqué, donc voilà, gros courage à vous. Bref, revenons à l'affaire. Chiaf déclare sa carrière comme terminée et Marvel présentera ses excuses précisant que les easter eggs, si on peut appeler ça comme ça, seront retirés des prochaines réimpressions ainsi que des éditions numériques. Allez, on va passer à un sujet beaucoup plus léger en restant sur la thématique X-Men en se tournant vers le cinéma où les mutants ont droit à leur saga depuis les années 2000. Mais ici on va se tourner sur Hugh Jackman, l'acteur incarnant Wolverine, le mutant aux terribles griffes, et le mot terrible est ici minutieusement choisi puisqu'elles ont failli priver l'acteur hollywoodien de ses attributs masculins, c'est-à-dire son énorme chibre. Il le racontera lors du Graham Norton Show, l'acteur a dû se mettre à walp pour une scène de nu. Et vous savez quoi? Plutôt que de tout raconter, on va laisser Hugh Jackman conter cette magnifique histoire. Yeah, no. Actually, no. First day of X-Men Origins, I ran naked. I quite enjoy it, really. I like it. It's a very freeing feeling, actually. So, I remember we had to go down this hallway, and I had to run. I was meant to be naked, and it was very dark, I jokingly went in. I said, I want a closed set for this. And anyway, we went to the first take, and I'm running. There's a very intense scene where I first realised I have an adamantium skeleton. I've been experimenting. I'm naked. There's blood. I'm like, ah! And as I run around the corner, the first AD had the entire crew of females, all the females on the crew, with like $5 notes going, woo! And of course, the first thing I did was like, oh! I did cut myself on the inner thigh. Oh! Because I saw like, oh! When you say the inner thigh, do you mean No, actually the inner thigh, thankfully. Wow. Yes. DIY circumcision. Just yeah. I did. The guy, obviously it's PG-13, so you can't have bits and pieces flying about, right? Yeah, the censors in America don't like that kind of stuff. Et puisqu'on parle de sexe et de ça, on passe directement à George R.R. Martin, créateur de Game of Thrones, qui lors de son adolescence était un très grand fan et donc un grand consommateur de comics. Tellement fan qu'il enverra une lettre à Jack Kirby et Stan Lee alors qu'il avait seulement 16 ans. Une lettre publiée dans le volume 32 des 4 Fantastiques que je vais vous lire en partie. Un autre mois. Un autre tas de classiques. Mais que peut-on attendre d'autre de vous, champions? Fantastic Four volume 29 a été une fois de plus sublime, avec le magnifique artwork de Kirby et Stone, donnant juste le bon impact au script scintillant de Stan. Quant à cette dernière case, à la page 11, je pouvais que m'en délecter toute la journée et être sans voix. S'il vous plaît les gars, ne faites pas ça trop souvent, à moins que vous ne vouliez me voir mourir jeune. Ah, sacré blagueur, George. Donc voilà, la prochaine fois que vous lisez ou que vous regardez un épisode de Game of Thrones, pensez qu'avant de vous faire jouer au docteur à des frères et sœurs, il lisait innocemment des comics. On parlait tout à l'heure de la saga X-Men, mais est-ce que vous étiez au courant que Marvel connectait déjà ses licences au cinéma avant l'arrivée du Marvel Cinematic Universe? Non? Et si je vous disais que Spider-Man était présent dans le film X-Men? Et bien maintenant vous le savez.
Hugh Jackman le révèle dans un de ses spectacles, il a failli être licencié du film X-Men. Tout remonte au tournage du premier X-Men en 1999, Hugh Jackman se fait prendre à part par le directeur du studio, lui ayant dit clairement qu'ils avaient peur de pas retrouver face à la caméra ce qu'ils ont vu lors des auditions. Le lendemain, pour vous annoncer un peu la couleur de la sauce, c'est rien d'autre que Bryan Singer, le réalisateur du film, qui a convoqué Hugh pour lui dire la même chose que le directeur du plateau. En général, pour que l'équipe du film en vienne à convoquer l'acteur pour ça, c'est que ça sent plutôt mauvais. Et c'est dans une panique terrible que l'acteur apprendra qu'il risque tout simplement d'être licencié de son tout premier film hollywoodien, ce qui aurait été la plus grosse poisse de sa carrière. C'est le soir en rentrant chez lui qu'il en parlera à sa femme, Deborah Lee Furness, productrice et réalisatrice, qui a tout simplement écouté de la façon la plus attentive possible les plaintes de son mari et qui a tout simplement dit qu'il fallait qu'il ait juste confiance en lui, qu'il devait revenir au personnage lui-même et suivre son instinct. C'est ces mots qui ont aidé Hugh Jackman à interpréter le GOAT de la saga X-Men. Donc la prochaine fois que vous croisez quelqu'un de misogyne, n'hésitez surtout pas à lui rappeler que c'est grâce à une femme qu'on a eu l'incroyable interprétation de Wolverine durant ces 17 années. Et aussi n'hésitez pas à par ailleurs lui démonter la gueule. Ça, je pense que ça fera que du bien à ces gens comme ça. Et puisqu'on a embrayé avec les X-Men, on va terminer encore avec les X-Men parce que vive les X-Men, et encore une fois avec Wolverine, enfin pas exactement. Est-ce que vous connaissez Logan Wayne? En 1996, Marvel et DC sortent un crossover, l'univers Amalgam Comics, la fusion entre Marvel et DC. Cette série propose des fusions de super-héros de leurs deux univers, comme par exemple Iron Lantern, la fusion entre Iron Man et Green Lantern, Lobo the Duck, une fusion entre Lobo et Howard the Duck, ou encore Super Soldier, la fusion de Captain America et Superman. La fusion qui nous intéresse ici est Logan Wayne, alias Dark Claw, qui est apparu pour la première fois en 1996 dans Legend of the Dark Claw. Alors qu'il avait 5 ans, Logan est témoin du meurtre de ses parents. Suite à ça, il ira vivre chez son oncle au Canada. Oncle qui se fera tuer aussi quelques temps après. Donc on est déjà sur du traumatisme assez malheureux et il sera alors élevé par des religieuses. Puis une fois devenu assez âgé, s'enrôlera dans l'aviation royale du Canada où il rencontrera Creed, une personne avec qui Logan sera soumis au projet Weapon X, un programme canadien de super soldats. C'est ici que notre Logan Wayne acquérira son squelette en adamantium et c'est aussi ici que Creed sombrera dans la folie, devenant le pire ennemi de Logan. Une fois le projet Weapon Plus annulé à cause de son double échec, c'est-à-dire que Logan étant inefficace en tant qu'arme car ayant une conscience et Creed au contraire étant devenu complètement fou donc inutilisable, Wayne retournera à New Gotham City, décidant de venger la mort de ses parents sous le masque de Dark Claw, utilisant ses capacités pour arrêter le crime, que ce soit grâce à son facteur auto-guérisseur, sa force surhumaine, ses gadgets sophistiqués, ses griffes et surtout sa ruse qui lui permet de déjouer la plupart des plans de criminels. En gros, il faut vraiment mais vraiment pas le faire chier. Bon, en même temps, on annonçait déjà la couleur en disant que c'était une fusion entre Wolverine et Batman. Mais voilà. Et quant aux autres personnages, un comic sera dédié au Amalgam Universe, bien sûr. Une occasion aussi de revenir sur Dark Claw. Sur ce, j'espère que ces quelques anecdotes vous auront fait passer le temps, vous auront plu ou auront au moins titillé votre curiosité. C'est un format plus court, confinement oblige. Et d'ailleurs, restez chez vous parce que c'est pas que chez Marvel qu'il y a des héros. Il y en a aussi dans les hôpitaux et ça serait bête d'encombrer ceux-ci. Donc faites en sorte que Captain America soit fier de vous et restez chez vous parce que pour une fois, ne pas faire de rassemblement sauvera des milliers de vies. Ne vous rassemblez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques et d'ici là, lisez des comics. Ciao.